Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse et cet avis sur l'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian, ou le chapitre 13 pour reprendre la nomenclature de la série, un épisode écrit et réalisé par Dave Filoni, et il a fait un sacré boulot aussi bien sur le fond que sur la forme, puisque l'épisode va reprendre non seulement des légendes de l'univers, mais aussi venir piocher dans les inspirations que sont les films de samouraï et les westerns qui sont à la genèse de Star Wars. Et si vous souhaitez vous abonner à Disney+ pour profiter non seulement de The Mandalorian, mais aussi de tout le contenu déjà présent, mais aussi celui qui va arriver en décembre avec par exemple Mulan puis Soul, eh bien je vous invite à le faire en passant par le lien disponible en description de la vidéo, puisque vous soutiendrez aussi la chaîne au passage. Merci à Disney pour cette opportunité. Dès les premières images de l'épisode, on est plongé dans une ambiance sombre, oppressante et totalement réminiscente de certains films de samouraï. On sait que George Lucas a souvent cité la forteresse cachée du Kurosawa comme inspiration pour un nouvel espoir, et ici la photographie comme les décors viennent magnifiquement piocher dans ces prestigieuses références. Personnellement, entre les cheminées industrielles et la forêt dévastée par son exploitation, sans oublier les silhouettes de ces herbivores massifs dont le milieu naturel est détruit, j'ai immédiatement pensé à une référence extrêmement chère à mon cœur, à savoir Princesse Mononoke, film dont je ne peux pas prononcer le nom sans qu'un frisson ne me parcourt, un frisson de plaisir bien sûr. Alors oui, c'est vrai, les motivations et la psychologie de la magistrate de l'épisode semblent moins riches et ambivalentes que celles de Dame Eboshi, mais elle en conserve la prestance grâce à son interprète, Diana Lee Inosanto, pratiquante d'arts martiaux de haut niveau, fille d'un grand maître et filleule de Bruce Lee dont le nom a même été ajouté au sien. Pendant que j'y suis, il faut savoir que celui qui sera réinstitué au final en tant que gouverneur Wing est interprété par Wing Tao Shao, un homme qui a été nommé parmi les légendes de Disney pour son travail d'architecte et d'ingénierie, et qui a notamment développé le projet de Disneyland Paris. Ouais, oui, rassurez-vous, j'en viens enfin à Ahsoka Tano, celle que Mando recherche depuis l'épisode 3, et dont on ne pouvait plus douter de l'apparition. Mais quelle apparition! Comme les rumeurs le disaient, c'est Rosario Dawson qu'on retrouve dans le rôle, et ça fait plaisir de retrouver cette actrice mise en avant dans une série aussi populaire. Et pour ceux qui s'interrogeraient sur l'âge d'Ahsoka, selon les sources officielles, elle aurait au moment de l'épisode environ 45 ans, son apparence n'a donc absolument rien de choquant, d'autant plus qu'il doit y avoir relativement peu de spécialistes parmi nous du vieillissement de l'espèce des Togruta. Pour l'introduction du personnage, Dave Filoni prend le point de vue de ses adversaires et fait d'elle une menace presque digne d'un film de monstre. Elle a tous les attributs d'un Ronin aussi redoutable qu'un Miyamoto Musashi, et ce n'est que la menace d'une exécution de pauvres habitants qui l'arrête dans son assaut sur la petite cité fortifiée dans un style architectural totalement japonisant. Et on remarque au passage que le bras droit de la magistrate Elsbeth est interprété par Michael Biehn, surtout connu pour ses rôles dans Terminator et Aliens le Retour, voire aussi Abyss. Et son face-à-face avec Din Djarin dans la rue principale viendra parfaitement compléter la mise en parallèle du western avec le film de samouraï qui se joue de l'autre côté du mur, astucieuse manière de venir rappeler que les deux genres sont extrêmement voisins et se sont nourris mutuellement. Et rappelez-vous même que dès la première saison, je vous évoquais la référence de Lone Wolf and Cub pour Mando et l'enfant. J'en reviens à Ahsoka qui passe ici merveilleusement du monde de l'animation à celui de l'action live. Le casting est parfait, de même que le maquillage et tous les détails du costume, en passant par la cape jusqu'au poignet incurvé de ses sabres. Comme me l'a fait remarquer très judicieusement le joueur du grenier, ses montrales et ses lécous, les excroissances qui encadrent son visage vers le haut et vers le bas, sont plus courts que dans Rebels, sans doute pour éviter un effet visuel de caoutchouc qui rebondit à l'écran quand elle bouge, mais dans l'ensemble c'est une franche réussite avec un personnage qui pue la classe, comme on dit chez les éternels de l'Académie française. Et donc l'arrivée de notre bon Mando dans cette opposition entre deux camps, Ahsoka d'un côté et la magistrate de l'autre, pourrait vaguement rappeler les prémices du scénario de Yojimbo, ou aussi pour une poignée de dollars, bien sûr, puisque Pour une poignée de dollars est une adaptation western de Yojimbo, et d'ailleurs, Pour une poignée de dollars était déjà référencé dans le premier épisode de cette saison 2. Autant d'excellentes bases pour un rendu d'ensemble à l'atmosphère suffisamment tendue pour mettre les chats Tuka sur les dents. Lors de l'entretien entre Mando et la magistrate, j'ai noté immédiatement et particulièrement apprécié la subtilité de langage. Quand la mission lui est proposée, Mando ne l'accepte jamais, il répond simplement par une question « Où peut-il trouver la Jedi ?» Alors oui, je sais bien que Ahsoka Tano n'est pas techniquement ou officiellement, si on peut dire, une Jedi puisqu'elle a quitté la confrérie suite à une sombre histoire de fausses accusations, et tout cela est arrivé peu de temps
avant que l'Ordre 66 ne soit lancé et que tous les Jedi ou assimilés ne soient tués ou pourchassés dans toute la galaxie. Lorsque Mando progresse dans le paysage désolé de cette forêt en souffrance, il faut un œil de faucon pour repérer une chouette qui observe la scène perchée sur une branche. Et ce n'est pas n'importe quelle chouette, mais ici je vais aborder quelques spoilers concernant la série animée The Clone Wars, donc si vous voulez éviter ces spoilers, je vous indique le minutage de la vidéo à rejoindre pour continuer tranquillement. Cette chouette, ce n'est pas n'importe laquelle puisqu'elle s'appelle Morai, c'est une créature mystique qui a pris la forme d'un oiseau de l'espèce des Convors. Et cette sage Morai accompagne Ahsoka Tano depuis qu'une entité liée à la Force et nommée la Fille a sacrifié sa propre énergie vitale pour permettre de ramener l'héroïne à la vie. Il est intéressant de noter que Morai continue à suivre Ahsoka. Après un nouvel effet Predator avec la vision thermique de son casque, on a droit à un affrontement bref mais ultra dynamique et stylé entre Ahsoka et Mando, chacun faisant preuve d'excellents réflexes et d'un grand sens tactique. On y a également la confirmation que le Beskar résiste à la lame de plasma des sabres laser. Et c'est sans doute le moment de souligner qu'on doit la direction de la seconde équipe de réalisation sur cet épisode à Sam Hargrave, qui a déjà un sacré pédigré de gestion de combat dans des séries et au cinéma, vous irez vérifier son nom sur internet. Et pour ceux qui l'ignorent, la seconde équipe, c'est celle à qui le réalisateur principal va confier la réalisation de scènes d'action et de combat de manière générale. Voir Mando, Ahsoka et l'enfant réunis était déjà un grand moment, mais ce n'était que le début d'une série de révélations et d'infos qui ont de quoi exciter tous les fans de la saga. Ahsoka commence à évoquer la Force et elle la définit exactement comme Obi-Wan l'avait fait déjà pour Luke dans Un Nouvel Espoir. Visuellement surtout, on est gâté avec la communication silencieuse au clair de lune entre les deux êtres unis par la Force, et la silhouette de Mando qui vient finir d'encadrer ce tableau. Et puis soudain, on en apprend beaucoup plus sur Baby Yoda qu'on n'en avait jamais espéré. Il a même un nom, il s'appelle Grogu, et vous pourrez en penser ce que vous voulez de ce nom, mais moi ça m'évoque un alcool du Cap-Vert, donc c'est plutôt rigolo. Et évidemment, comme vous, je trouve super mignon quand les oreilles de Grogu se lèvent quand Din Djarin prononce son nom. Les révélations sont loin d'être terminées puisqu'on apprend que Grogu faisait partie des Padawan du temple Jedi de Coruscant, et qu'une aide mystérieuse lui a permis d'échapper au terrible massacre qui avait notamment été mené par Anakin Skywalker en personne, et ce qui n'est pas sans nous rappeler le destin de Caleb Dume, alias Kanan Jarrus. Suite à ces terribles événements, on apprend également que Grogu a cherché à camoufler ses dons, son lien avec la Force, et qu'il a vécu une sombre période qui est pour l'instant totalement inconnue. Afin de déterminer s'il lui est possible d'entraîner Grogu, Ahsoka le soumet à un test. On remarque qu'elle choisit un endroit de la forêt où la végétation est encore préservée et la Force sans doute plus facile à atteindre. Toutefois, le test ne fera que souligner le grand attachement émotionnel de Grogu à Mando, mais nous on le savait déjà, Ahsoka, et ouais, on est déjà fan du duo, figure-toi. Au passage, on peut souligner que la fameuse boule d'acier du levier du vaisseau est un clin d'œil à une autre relation émouvante qui se déroule dans le film American Graffiti de George Lucas, et dans lequel le personnage de John offre à la jeune Carol l'ornement de son levier de vitesse. Ce qui est aussi intéressant dans la séquence, c'est ce que Mando apprend sur l'enfant qui comprend bien plus que ne le pensait initialement le chasseur de primes, et je dirais même que cela s'applique à tous les enfants en général, souvent sous-estimés par les adultes. On remarque que Mando commente notamment il est têtu en pensant qu'Ahsoka demande au petit de venir, alors que c'est à lui qu'elle parle, et que c'est sans doute lui le plus têtu des deux, même si bon, le petit est quand même bien têtu. J'ai beaucoup aimé aussi la réponse d'Ahsoka, j'aime les premières fois, bonnes ou mauvaises, elles sont toujours mémorables. Dans le refus d'Ahsoka d'entraîner Grogu, du fait de sa peur et de son attachement affectif à Mando, on sent évidemment la référence à Anakin qui était le propre maître d'Ahsoka et dont elle a appris ensuite le terrible destin. Quand Mando propose son aide à Ahsoka en échange d'un entraînement en bonne et due forme de Grogu, on remarque qu'elle ne donne pas son accord, dans un amusant parallèle avec la précédente discussion entre Mando et la magistrate, sauf que cette fois les rôles sont inversés. Sur toute la partie finale de l'attaque de la cité et des duels, je n'ai pas grand chose à ajouter sinon que la photographie et les décors sont vraiment au top. Le gong coupé en deux, les déplacements sur les toits, les droïdes assassins ou encore les mind games du bras droit pour tenter de piéger Mando, tout ça était très bien vu. Seul petit regret, j'aurais souhaité un duel encore plus impressionnant entre Ahsoka et la magistrate. Difficile de rivaliser avec l'Ahsoka d'animation, puisqu'avec l'animation on fait ce qu'on veut, mais le début très lent était un bel hommage aux chorégraphies des films de sabre à l'ancienne. Et d'ailleurs l'opposition épée contre lance est un grand classique qu'on retrouve notamment dans le film Hero avec Jet Li face à Donnie Yen
de légende. On remarque que le destin de la magistrate nous est inconnu, mais on imagine mal une exécution, on peut donc supposer qu'elle est en prison. Toutefois, le nouveau choc, c'est évidemment la mention du nom du grand amiral Thrawn, désigné comme le maître de la magistrate. Je préfère vous prévenir, je vais lâcher quelques spoilers sur la série Star Wars Rebels, et notamment une des éléments de sa fin, donc si vous voulez éviter ces spoilers, je vous donne le minutage en bas de l'écran. Imaginé pour la toute première fois par le romancier Timothy Zahn, Thrawn est un personnage légendaire et adoré de nombreux fans. Il a fait son entrée dans le canon officiel dans la série animée Star Wars Rebels, et il avait disparu à la fin de cette série avec Ezra Bridger dans l'hyperespace. On remarque bien que cet épisode nous révèle uniquement qu'Ahsoka Tano est à la recherche de Thrawn, mais on ne sait pas si Ezra Bridger a survécu ou si, par exemple, il serait encore prisonnier du Grand Amiral. L'équipement de Mando s'enrichit d'une lance de Beskar et je peux vous dire que j'ai hâte de le voir l'utiliser pour contrer le sabre noir de Moff Gideon. Malheureusement, on ne sait pas si on reverra Ahsoka Tano durant cette saison, durant la prochaine saison de The Mandalorian, ou encore lors du lancement d'une éventuelle série spin-off qui serait centrée sur elle. Mais si vous voulez mon avis, je pense qu'elle mérite largement une série qui lui est consacrée, même s'il serait aussi très positif de conserver dans The Mandalorian des personnages aussi forts, avec le risque bien sûr de parfois voler la vedette au personnage principal. Mais personnellement, l'impression que j'ai eue avec cet épisode, c'était que l'évocation du grand amiral Thrawn était vraiment reliée à l'histoire d'Ahsoka Tano qu'elle allait poursuivre et pas forcément à celle de Mando. Alors peut-être que je me trompe et qu'on se rendra compte que le supérieur de Moff Gideon n'est autre que le grand amiral, seul l'avenir nous le dira. Durant une séquence à bord du Razor Crest, Mando croit devoir dire adieu à Grogu et ces quelques instants sont très émouvants, notamment grâce à une musique toujours aussi incroyable dans cette série. Les deux badass se quittent donc, mais pas sans qu'Ahsoka ne lâche une nouvelle bombe pour les connaisseurs de l'univers Star Wars en évoquant la planète Tython, berceau de l'ordre Jedi déjà évoqué dans les légendes et notamment un roman et une série de comics. Et tout simplement, l'idée consiste à amplifier la connexion de Grogu à la Force, au sommet de cette montagne sur cette planète légendaire, et de lui permettre d'avoir le choix, soit de se projeter vers la Force, soit de renoncer, mais s'il se projette vers la Force, peut-être que sa présence sera captée par un Jedi, mais lequel? Alors de quel Jedi pourrait-il s'agir? Certains imaginent déjà Luke Skywalker, d'autres même Mace Windu, qui aurait survécu à son duel contre Palpatine et qui pourrait avoir droit lui aussi à une série dédiée, même si le projet n'en serait qu'à ses balbutiements. On pourrait même imaginer d'autres noms comme celui de Ezra Bridger, par exemple. La seule certitude, c'est que ce chemin sera semé d'embûches, puisque le mouchard de l'Empire est toujours à l'intérieur du vaisseau de Mando, ça va barder. Dans l'ensemble, on a donc ici véritablement un épisode beau, riche, palpitant, et on doit un grand merci à Jon Favreau et surtout à Dave Filoni, et on espère qu'ils pourront nous concocter d'autres aventures aussi passionnantes ou encore meilleures dans le futur de Star Wars. Et le seul petit regret, c'est qu'on peut craindre de ne revoir Ahsoka Tano que l'année prochaine au mieux, à moins qu'on ait la bonne surprise de la revoir d'ici la fin de cette saison 2 de The Mandalorian, on verra bien. Et bien sûr, vous le savez, si vous ne voulez pas vous retrouver coupé en deux comme un gong géant, comme un saucisson géant aussi, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et éventuellement à aller jeter un petit coup d'œil à mon livre qui est disponible en librairie, en plus on peut le voir en rayon maintenant, que demande le peuple. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour les demandes, puisque vous allez vous lasser. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!